remercie d'être aussi nombreux. Je remercie très très fort notre ami Rabah Bachouri qui a eu cette belle initiative de présenter ces quelques bouquins qui sont là, ceux de mon père et puis de notre ami Abdelkader Benara. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de l'Algérie et grâce à les historiens qui sont ici, vous en parlez. Moi, je ne suis pas historienne, hein, donc je laisse la parole aux historiens pour parler d'une part du sourd du Dara. C'est M. Benara qui a fait la préface, et le livre Les Enfumades de Mazouna. Le livre sortira la semaine prochaine et c'est édité par Alphaba. D'ailleurs, notre ami Chakib Abdeslam est ici. Et le livre paraîtra la semaine prochaine. Voilà, merci à vous tous, soyez les bienvenus, et je laisse la parole aux historiens. Merci beaucoup. Merci. Merci l'assistance d'être venu, d'être ici si nombreux. C'est dommage qu'il n'y ait pas de support, bon, mais c'est pas grave. Nous allons parler aujourd'hui donc du 8 mai 1945, qui est une date très importante, aussi bien pour la France que pour l'Algérie. Et il y a un point commun entre, si vous voulez, ces deux pays, ces deux peuples, qui est la lutte pour la liberté et pour l'indépendance. Donc la France, 1945, célébrait donc son indépendance, célébrer sa victoire sur les régimes d'autorité, les régimes d'obéissance, les régimes de répression. L'Algérie, de son côté, attendait un geste, puisqu'elle était inféodée politiquement, j'allais dire, idéologiquement, voire même culturellement à la France, et ma foi, elle attendait un geste de cette France qui venait à peine donc de remporter une si grande victoire sur le nazisme, sur ces régimes de répression et d'obéissance, comme je le disais. Et donc, elle avait cet espoir, elle caressait cet espoir, 1945, que la France puisse faire un geste de bonne volonté, de reconnaissance, d'amitié, de sympathie envers l'Algérie. Mais malheureusement, comme nous allons le détailler par la suite, il y a eu tout un drame qui s'en est suivi immédiatement après les premières réclamations. Ça s'est focalisé un peu à Sétif, ma propre ville natale. Donc, suite à quelques jeunes qui ont brandi le drapeau de l'Algérie, et ça a malheureusement mal tourné avec notre premier shahid, notre premier martyr qui s'appelle Bouzid Sahel, un jeune donc, qui appartient aux scouts et qui a brandi d'une manière audacieuse, courageuse et effrontée donc, le drapeau de l'Algérie. Face à lui, il y avait donc, toute une armada de policiers et de militaires qui en fait n'admettaient pas du tout ce geste, donc lui ont intimé l'ordre de baisser le drapeau. Il n'a pas obtempéré, donc il a refusé, et donc la première rafale est partie de là. Ce jeune Bouzid Sahel donc, est tombé au centre-ville, à la rue de Constantine, et donc ça a déclenché tout un massacre généralisé que nous allons détailler par la suite, si vous voulez bien. En gros, donc, je situe un peu les événements du 8 mai 1945. 8 mai 1945, c'est aussi une date assez importante pour l'Algérie, puisque les premières formations politiques, ou du moins toutes les formations politiques, arrivaient à un stade de maturité, à un stade de conscience, et les partis politiques commençaient à se constituer, à se structurer d'une manière durable, avec une assise populaire, avec des orientations politiques assez nettes,
C'est aussi une date importante parce qu'elle constitue un prélude, un avant-goût, si vous voulez, de ce que va être l'Algérie de 1954, c'est-à-dire le déclenchement de l'insurrection de 1954. Donc c'est une date très importante. Il y a à peu près une dizaine d'années entre 1945 et 1954. Et il y a eu une véritable continuité dans, d'une part, la lutte du côté algérien, la lutte, c'est-à-dire 1945, certains politiques français savaient que déjà l'indépendance se profilait au bout du chemin et que, si vous voulez, le contour visible de l'indépendance algérienne allait se confirmer, allait se concrétiser. Pas seulement pour l'Algérie, pour toute l'Afrique, pour tous les pays qui étaient colonisés. Voilà en gros, j'ai schématisé grossièrement cette date importante qui est du 8 mai 45 et je l'ai dit un peu avec un peu d'émotion parce qu'on a eu beaucoup de parents qui sont morts, etc. Voilà. Je laisse la parole à Youssef et puis on reviendra, si vous voulez, sur précisément. J'ai fait une petite introduction. Youssef va nous donner peut-être aussi une introduction générale sur la chose. Puis on reviendra principalement sur le combat de Bernard Boucourt et celui de Frantz Fanon. Et on va voir quels sont les points communs entre eux. Déjà, merci pour l'invitation. J'espère que je parle assez fort parce que je suis un peu malade, donc vous m'excuserez. Si je parle pas assez fort, demandez-moi de parler plus fort, j'essaierai de faire un effort. Je reprendrai juste ce qu'a dit mon voisin sur le 8 mai 45. Il faut savoir que le 8 mai 45, on parle souvent de l'importance de la répression, mais l'importance de la répression aurait pu être beaucoup plus importante en fait. Parce qu'avant le 8 mai 45, il y a eu des manifestations à Alger, à Oran et à Blida. Il y en avait dans toute l'Algérie, mais dans ces trois villes-là, il y a eu des événements particuliers qui ont causé la mort de plusieurs personnes. Si mes souvenirs sont bons, c'est un à Oran, un à Blida et deux à Alger, dont un militant du PPA qui s'appelait Razali Bellafaf. Et à la suite de ces morts, en fait, le PPA a refusé de faire manifester ses partisans dans ces villes-là par crainte justement de la répression. Ils ne voulaient pas envoyer leurs militants se faire assassiner par l'armée et la police française. Donc, entre guillemets, c'est la sagesse du Parti nationaliste qui a fait que la répression n'a été concentrée que sur une région parce que visiblement la répression aurait pu être beaucoup plus importante. Je vais commencer donc moi je suis venu aujourd'hui pour faire une introduction sur le livre qui a été présenté, qui doit sortir cette semaine, donc sur les enfumades, et qui s'appelle donc Les Enfumades. Mazouna résiste dans la nuit coloniale. Donc ce livre il se découpe en deux parties. Donc la première partie, elle porte sur la période de la conquête coloniale qui va de 1830 à en gros 1871. Et la deuxième partie porte sur la période où les Algériens mettent en place une résistance un peu différente, qui n'est pas une résistance armée, mais qui est plus une résistance culturelle, politique, et qui va donc, en gros, des années après 1871 jusqu'au lendemain du 8 mai 1945. Donc on présentera ça plus en détail après. Je laisse la parole à mon voisin. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous recevoir. Je suis un ami d'Ali Boucourt. On était en cellule ensemble. On a vécu beaucoup de choses ensemble.
ce que je pourrais dire de ce grand militant et frère, ça peut s'écrire sur des livres. Parce que nous avons passé quand même très longtemps dans la même cellule. Et je pense que si on a un petit moment de plus, on vous détaillera ce que c'est que les prisons coloniales. Voilà. Merci. Alors, nous allons peut-être aborder d'une manière plus précise nos sujets. Moi, je vais présenter Frantz Fanon, certains ne connaissent pas peut-être, d'autres si, et Ben Ali Boucourt, dont la fille est ici présente. Nous avons fait un petit tour d'horizon pour situer un peu les choses d'une manière générale. Et M. Boualam Barjab, notre ami qui vient de prendre la parole, a une documentation considérable, très riche, sur justement l'histoire de l'Algérie, et particulièrement peut-être autour de cette histoire du mai 45 et de la résistance en général jusqu'en 1962. Donc, nous serons peut-être, oui, très ravis de voir cette documentation exploitée par les historiens. Et je rappelle que l'écriture de l'histoire, ce n'est pas seulement l'œuvre d'historiens, c'est aussi la contribution et la participation du témoignage, des récits de vie. Du témoignage comme celui de Boualam Barjab, qui est très important puisque lui-même, donc, il a connu feu Ben Ali Boucourt, donc il a partagé quelques temps la prison, le militantisme, etc. Donc il est important que l'on puisse, nous, prendre conscience de l'importance et de l'intérêt du témoignage. Nous ne devons pas, je le dis d'une manière solennelle, nous ne devons pas laisser la voie libre et le chemin exclusivement aux historiens qui, quand même, présentent des points de vue, des approches tendancieuses. Je ne dis pas 100%, mais il y a toujours un manque d'objectivité dans la manière de traiter l'information et de traiter l'événement, selon que l'on soit de l'Algérie ou que l'on soit de la France ou que l'on soit pied noir. Il y a toujours une sensibilité qui certainement submerge à un certain moment et qui guide un peu, si vous voulez, le sens de l'écriture de l'histoire. Donc nous devons absolument tenir compte et intégrer le document et le témoignage dans notre façon d'écrire l'histoire et d'appréhender l'histoire. Alors je voulais présenter présenter Ben Ali Boucourt et Frantz Fanon. Frantz Fanon. Donc Frantz Fanon, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent, d'autres un peu moins. J'ai écrit moi-même un livre sur lui, donc que notre éditeur ami présent, M. Chakib, a publié donc aux éditions Alphabar et qui s'appelait donc Frantz Fanon, l'homme de rupture, qui vient d'être traduit par le ministère de la Culture en arabe, et il existe aussi une traduction en langue espagnole. Frantz Fanon, qui est psychiatre, donc il est venu de la Martinique, arrivé je schématise, hein, je résume un peu son parcours parce que c'est assez long. Donc il a fait des études de médecine, donc psychiatrie sociale, et il est arrivé en Algérie en 1953 après une affectation heureuse pour lui, puisqu'il a de nombreuses fois sollicité donc merci. Donc il avait sollicité dans les années 50, 52 précisément, une place et une participation en Afrique. Il a même écrit au président Léopold Senghor, qui était représentant du peuple à Dakar, et ami de Gaulle bien sûr, mais ce dernier n'a jamais daigné donc répondre à sa requête. Et il est resté un peu sur sa faim
frustré parce que lui était animé par une vitalité, une énergie extraordinaire, celle de servir les autres. Donc il voulait aller en Afrique pour servir ses frères. Et voilà que cette affectation tombe un peu d'une manière, j'allais dire, inattendue, inopportune, et il reçoit cette affectation à Blida, qui était Blida, le plus grand centre et la plus grande unité de psychiatrie en Afrique. Ex-Joinville, avant ça s'appelait Joinville. Il est allé là-bas, il arrive donc en 1953 à Blida, et toujours il était animé par cette force intérieure, par cette énergie extraordinaire, celle donc de servir les autres. Donc pour lui, arriver à Blida, c'était d'abord soigner les malades algériens, et c'était aussi expérimenter un terrain nouveau en matière de psychiatrie et dans un contexte colonial, c'est la psychiatrie coloniale. Et donc, en arrivant à Blida, il a constaté immédiatement, selon les premières observations, que le traitement qu'on donnait, si vous voulez, tous les traitements, toutes les thérapies, n'étaient pas, en fait, égalitaire, n'était pas équitable. En fait, il y avait un traitement selon que l'on était donc musulman ou chrétien, enfin ou français, enfin, européen. Donc le fait d'être musulman, était une espèce de tare, était problématique puisqu'on séparait les malades selon en fonction de leur confession. Et on les arrachait, si vous voulez, de leur milieu naturel, puisque en matière psychiatrique, nous avons notre ami Mustafa qui est psychiatre, qui a même travaillé à Blida aussi. Et donc, il a trouvé un traitement tout à fait basé sur un dogme racial. Quoi. Donc, voilà, si on était arabe ou, je veux dire, musulman, on avait un traitement. Si on était européen, on avait une autre sorte de traitement. Il commençait donc à remettre en cause, si vous voulez, toute cette psychiatrie, toute cette manière toute cette thérapie, toutes ces approches médicales, il commençait à les mettre en cause. Et naturellement, ça ne plaisait pas du tout ni à ses confrères, ni à l'administration, à sa tutelle, puisqu'il était donc employé par l'armée coloniale. Il continuait donc à faire ses observations, et il rédigeait beaucoup de notes sur ce qu'il voyait, sur toute la symptomatologie, si vous voulez, tous les signes un peu que pouvait présenter le malade. Et ces malades-là présentaient des signes donc assez visibles et assez significatifs sur le plan de la sémiologie, sur le plan, si vous voulez, de l'apparition des signes. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui subissaient à l'extérieur les affres, si vous voulez, et toutes les conséquences de la colonisation. Naturellement, ça ajoutait, si vous voulez, à leur maladie, et ça si vous voulez, et ça ne pouvait pas soulager ces malades, ni être, si vous voulez, bénéficier de cette hygiène mentale à laquelle tendait donc la psychiatrie en elle-même. Et il est entré en guerre avec sa hiérarchie, donc avec l'administration, et tout le temps, il avait quand même des preuves que les signes de maladie que présentaient ces gens-là venaient essentiellement aussi du mauvais traitement que ces gens-là subissaient, soit dans les villes, soit dans les administrations, soit dans les casernes, etc. Donc ce mauvais traitement, c'est-à-dire le fait du colonialisme, naturellement, était très néfaste, était très nuisible pour le malade. En même temps, il a eu cette idée de prospecter, si vous voulez, de considérer de manière plus fine, plus juste, cette fameuse révolution algérienne. Nous sommes en 1900, donc il est arrivé en 1953, quelques mois avant le déclenchement de la guerre de libération, avant le déclenchement de l'insurrection algérienne. Il voulait savoir ce que c'était,
Et quel était ce sens de la révolution algérienne? Il a commencé par prendre des contacts avec des leaders algériens, puisqu'il était à Blida, donc le quartier se prêtait aisément à ces contacts-là, et Alger, naturellement, était truffé de personnalités, de gens et de militantisme, des gens qui faisaient du militantisme. Et il a donc pris contact avec des grands leaders tels que Chenderli, par exemple, Abdelkader Chenderli ou Mohamed Yazid et bien d'autres, naturellement, pour mieux comprendre, si vous voulez, le sens de cette révolution. Il en était convaincu. Donc, dès qu'il a pris contact avec ces gens-là, le matin, il travaillait, la journée, il travaillait dans son bureau à Blida, en tant que psychiatre, et le soir, en cachette, si vous voulez, de manière discrète, il entretenait ses relations avec ses chefs. Et ça l'a, comme on dit maintenant, ça l'a vraiment accroché, il a adhéré tout de suite à ce message, donc un message auquel il a souscrit sans condition. Il a claqué la porte de l'hôpital, naturellement, il était recherché, etc., etc. Il est parti en Tunisie, d'une manière clandestine, pour rejoindre aussi une autre équipe, ou l'équipe, enfin, une extension de l'équipe du FLN, de l'ALN plutôt à l'époque, qui était en Tunisie, et cela s'occupait de l'organe de presse, l'unique organe de presse qui s'appelait le combattant, c'est-à-dire le moudjahid en arabe, et le combattant en français pour traduire. Donc là, il a joué un rôle très important, puisque lui-même, il rédigeait des articles qui étaient donc assez rudes vis-à-vis du colonialisme. Donc, des articles, des papiers incendiaires contre l'administration française, contre l'administration coloniale, et en même temps, c'était des articles qui appelaient, si vous voulez, à la révolte, qui appelaient à l'insoumission, qui appelaient à la non-soumission au régime colonial, à la révolte, à la rébellion. Donc ça avait un double effet, ces articles-là, et naturellement, il a été poursuivi par les autorités françaises. Il a échappé à 2 attentats, un en Tunisie, l'autre en Italie, etc. Et il a joué un rôle très important. Ce rôle-là qu'il a joué, j'allais dire d'une manière physiquement lui-même, il l'a joué puisqu'il a, par la suite, il a failli payer de sa vie, il a échappé à 2 attentats, il en était même blessé. Et en même temps, ça c'est le militant, c'est l'aspect du militant, et en tant que psychiatre, donc il était psychiatre et militant. Mais aussi il avait une autre dimension qui était importante, c'est celle de l'écrivain, c'est celle du sociologue, c'est celle de l'intellectuel, du théoricien. Il a écrit donc des livres importants, dont un qu'il avait rédigé en 1952 et qui avait pour titre Masque blanc, peau noire, qui a été traduit dans une trentaine de langues, de grandes langues, n'est-ce pas? Et cet écrit, c'était en fait une compilation d'articles qu'il avait rédigés dans différentes revues, Revue Esprit, Temps moderne, etc. à l'époque, et qui étaient quand même des articles de fond, des articles très importants, très bien charpentés, très bien écrits, etc. Sur justement la sociologie, en même temps avec, si vous voulez, un regard de psychiatre, un regard de praticien. Il a réuni donc tous ces articles et les a donc introduits auprès de l'administration de l'université pour en faire une thèse, en fait. Il voulait soutenir une thèse sur ce sujet. Thèse qui lui a été naturellement refusée. C'est-à-dire, en France, on refuse généralement, très rarement. Je n'ai jamais vu moi-même, je veux dire, de thèses qui ont été refusées à des candidats. Mais lui, sa thèse lui a été refusée sous prétexte qu'elle n'entrait pas, si vous voulez, dans la ligne normative, dans les normes, si vous voulez, de l'université et des programmes scolaires. C'était une thèse un peu rebelle, une thèse qui remettait en cause les choses et qui dérangeait. Et assez curieusement,
à Paris, ça c'était à Lyon, donc lui il était étudiant à Lyon. Et assez curieusement, donc à Paris, si je fais un peu trop long, vous me dites. Hein. Donc assez curieusement, à Paris, un autre ponte, si vous voulez, d'idées, un autre penseur qui s'appelle Cheikh Anta Diop, qui était à Paris aussi et qui soutenait presque en même temps une thèse en remettant en cause, si vous voulez, tout le savoir européen, toute la ligne de certitude, toute la ligne de l'histoire telle qu'elle fut enseignée à l'époque, et qui remettait en cause tout ça pour introduire quelques idées assez audacieuses sur l'origine, on va dire, de la culture, etc., etc. Et ce Cheikh Anta Diop a présenté sa thèse à la Sorbonne en 1954. C'est bien ça, c'est Mansour, c'est bien ça. Donc en 1954, à la Sorbonne, et naturellement sa thèse lui fut également à laquelle une opposition lui fut dressée, quoi. Donc il a été obligé de renoncer à sa thèse parce qu'elle présentait des choses qui n'entraient pas dans les normes, si vous voulez. C'est pour dire que même dans la culture, la démocratie, parfois on peut se poser des questions. Naturellement, Cheikh Anta Diop a dû contourner, si vous voulez, l'univers universitaire pour militer autrement. Et malheureusement, il fut aussi un peu bloqué, j'allais dire, pour ne pas dire carrément empêché par Léopold Senghor, qui fut son ennemi juré. Il a toujours empêché d'enseigner à l'université à Dakar, quoique maintenant elle porte son nom et c'est tant mieux. Donc, si vous voulez, ce Frantz Fanon, il a, à partir de ses écrits, qui sont très importants, il a continué à militer jusqu'en 1961, année de sa mort, c'est-à-dire juste quelques années avant l'indépendance de l'Algérie. Il a écrit un livre, un autre essai qui est très important, qui s'appelle « Les damnés de la Terre ». « Les damnés de la Terre » est un livre, je pense, des plus importants sur le plan de la sociologie coloniale, de la sociologie africaine, sur le plan du rapport, si vous voulez, du colonisé et du colonisateur, et sur le plan aussi de tous les mouvements de libération. Si vous voulez, c'est une véritable Bible, si vous voulez, un véritable évangile pour le militantisme, pour la jeunesse africaine et la jeunesse asiatique. Ça, c'est donc contenu dans ce livre, tout, si vous voulez, l'aspect du militantisme, et il faut le lire, c'est un livre important. Parallèlement, nous avons également d'autres militants de la taille de Benali Boucourt, qui a commencé à militer bien avant, je veux dire, la constitution, les premières constitutions des mouvements politiques algériens, puisqu'il a commencé à militer vers les années 20. C'est très important. Le militantisme si vous voulez, ne consiste pas seulement à intégrer un parti ou un syndicat, mais le fait justement de s'opposer à l'administration, de faire de la rébellion, de faire de la résistance, de faire de l'insoumission. Ce sont des formes de militantisme et de résistance qu'avait déjà emprunté Benali Boucourt dans les années 20, précisément à partir de 1922, quand il était un jeune écolier. Enfin, j'ai expliqué ça dans la préface du livre. Donc, Benali Boucourt c'est un témoin, si vous voulez, très important de la vie sociale, politique, culturelle, religieuse en Algérie. C'est-à-dire, il vivait tous ces moments-là. Et sa sensibilité particulière lui permettait d'intérioriser et en même temps de réfléchir sur cette question. Et très tôt, n'est-ce pas, étant très jeune, il n'a pas compris pourquoi la France, si vous voulez, du moins la France d'antan, la France de jadis, la France coloniale, qui prétendait apporter dans les colonies, dans ces colonies, dans les provinces françaises, apporter
de la lumière, le prolongement de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire la sagesse, la tolérance, si vous voulez, l'égalité, faisait exactement le contraire de ce qu'elle prétendait et de ce qu'on pouvait lire donc, dans les manuels scolaires et ce qu'on pouvait apprendre sur les bancs de l'école. Ça l'a énormément gêné, pour ne pas dire ça l'a énormément marqué, et c'est la raison pour laquelle il a commencé donc à rechercher, si vous voulez, les causes de cette maladie. Et les causes de cette maladie, naturellement, c'est le colonialisme. Il s'est tourné très vite vers ce qui pouvait venir, c'est-à-dire d'autres mouvements de par le monde, des mouvements de révolte et de rébellion qui venaient par exemple du Mishraq, c'est-à-dire de Syrie ou d'Égypte à l'époque, etc. Donc les révoltes contre les Anglais, etc. Et il commençait par exemple par lire un journal, l'Iqdam, qui était un journal du neveu de l'Émir Khaled, qui était très connu, et en même temps c'était des écrits franchement subversifs par rapport à l'ordre colonial et qui ne ménageaient aucun terme, aucun effort pour dénoncer justement le colonialisme, et nous connaissons le rôle qu'avait joué donc le neveu de l'émir Abdelkader, qui est l'émir Khaled. Donc ce militantisme, il s'est familiarisé avec le militantisme, il a connu donc la prison, il a connu l'exil au sud, dans le sud, et par la suite, les conditions de vie, lui et sa famille, puisqu'on était tous soumis au même régime de l'expropriation, des régimes de famine, etc. Donc il était obligé d'aller en France, c'est-à-dire de prendre les chemins de l'exil pour travailler et faire vivre sa famille. Donc en France, Ben Ali Boukolt a, si vous voulez, bénéficié de cette expérience qui est très importante, et une expérience, ou du moins un aspect de cette vie, de cette expérience, qui pratiquement n'existait pas en Algérie. C'est-à-dire déjà le syndicalisme, qui était pratiquement inexistant en Algérie, pour ne pas dire du tout en Algérie. Donc il commence à travailler dans des laminoirs, dans des usines de fer, etc. Un ouvrier donc, qui avait juste sa force de travail, sa sueur, et en contact avec des ouvriers français, convaincus, de gauche généralement, donc il commençait à apprendre et à se familiariser et à côtoyer ces gens-là. Il commençait à apprendre le sens du militantisme, donc il était syndiqué, n'est-ce pas? Il assistait à des réunions et il a commencé, en fait, c'est là où il a fait sa véritable formation de militant et de syndicaliste. Par la suite, nous savons que Messari El-Hajj aussi, à cette époque, dans les années 1926, etc., n'est-ce pas, commençait à former, si vous voulez, le début de sa formation de son parti politique, et donc il avait un lien et un contact direct avec Messari El-Hajj, et depuis il n'a cessé donc de militer, et revenant en Algérie, il a importé, si vous voulez, avec lui cette expérience et cette assise militante, et il faisait des meetings où il expliquait donc à ses frères et à ses militants quel était ce sens de militantisme, justement, et il faisait donc, il montrait au grand jour donc la répression française, le sens de l'égalité, en fait, qui manquait en Algérie, et le traitement surtout, il avait ce recul, puisque les gens de la métropole avaient une vision, une façon de voir un peu les gens en Algérie, et qui n'avaient pas une idée précise de ce que vivaient ces gens-là, n'est-ce pas, de par
leurs expériences, de par la misère qu'ils vivaient, etc. Les gens de la métropole n'avaient pas vraiment une idée de ce que pouvaient vivre les Algériens en Algérie, n'est-ce pas? Voilà en gros, j'ai situé un peu ces deux personnalités qui ont passé leur vie à militer et à servir un peu la cause des indépendances et la cause des justes. Et au cours des débats, si vous avez des questions, on pourra apporter d'autres précisions. Donc moi je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ouvrage qui s'appelle donc Les enfumades, Mazouna résiste dans la nuit coloniale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet ouvrage il est découpé en deux parties. Une première partie donc, qui va de 1830, donc 1830 c'est la conquête, donc en fait l'ouvrage commence quelques années avant, à partir du moment où la France commence à préparer cette conquête, et ça s'étend jusqu'à environ donc 1871 quand cette période de conquête prend fin. Donc l'ouvrage porte sur Mazouna, mais en vérité c'est beaucoup plus que ça, parce que à travers son récit, Ben Ali Boucourt propose en fait une réflexion beaucoup plus globale sur l'histoire de l'Algérie, en commençant par, en se posant la question déjà au départ, pourquoi la conquête en gros a réussi, quelles sont les faiblesses de la société algérienne des années 1820-1830 qui ont permis à la France coloniale de réussir son entreprise de conquête. Dans ce qu'il identifie principalement comme faiblesse, il met essentiellement en avant un découpage entre le pouvoir politique turc et la masse de la population algérienne. Et ce découpage, selon lui, aurait facilité la conquête. Il dit que pendant que la France préparait son opinion publique, le gouvernement français préparait son opinion publique, préparait à la conquête, la façonnait en faveur de cette action, côté algérien, le gouvernement du DED d'Alger laissait les choses faire et ne se préoccupait pas de mobiliser une population qui, selon lui, aurait été tout à fait réceptive à un message de résistance si le pouvoir turc l'avait mis en avant. Alors après, on peut effectivement, ce cas fonctionne sûrement assez bien pour Alger. Peut-être qu'il faudrait le nuancer, notamment en prenant l'exemple de Constantine et de la résistance qui a été menée cette fois-ci donc par Ahmed Bey, qui était lui d'origine turque et qui a par contre lui mené une véritable résistance populaire. Mais il n'empêche que pour lui, c'est le cœur, si vous voulez, du problème qu'il pose dans la première partie de son livre pour expliquer les raisons de la conquête. Et juste vous citer cette phrase où il dit « De l'héroïsme et du dévouement indomptable à la cause de la solidarité musulmane des frères Barberousse et de leurs compagnons », donc c'est les Turcs qui ont défendu Alger au XVIe siècle contre l'invasion qui a été menée qui a tenté de mener les armées de Charles Quint, les Espagnols. Donc, jusqu'au moment de la capitulation du Dey Hussein, il y a tout un drame dans l'histoire algérienne. Donc, il montre justement comment, au début, cette présence turque a été quelque chose de bénéfique dans la résistance à la colonisation, cette fois-ci espagnole, mais comment, au XIXe siècle, elle n'était plus capable, cette résistance, ce pouvoir turc, de faire face à la domination, à la volonté de conquête française.
Au-delà de cette analyse du pouvoir politique, ce que met particulièrement en avant Ben Ali Bokor, c'est aussi la violence de la conquête coloniale. Effectivement, donc il se base sur les célèbres enfumades qu'il y a eu dans les années 1844 puis 1845, où il présente de manière extrêmement précise les faits en rapportant les témoignages qu'il a été chercher dans les écrits des officiers de la conquête. Donc c'est même pas des témoignages d'opposants à la colonisation, c'est des témoignages des colonisateurs eux-mêmes qui racontent à quel point leur méthode était totalement inhumaine et génocidaire. Donc effectivement, il fait ce point en expliquant de manière très précise comment des Algériens s'étaient réfugiés dans des grottes à 3 reprises essentiellement, pas plus célèbres en tous les cas, et comment les officiers français ont fait allumer donc des brasiers devant ces grottes pour empêcher les personnes qui étaient réfugiées à l'intérieur. Donc il y avait aussi bien des femmes, des enfants, c'est pas spécialement des combattants, c'était aussi bien des femmes, des enfants que monsieur tout le monde, quoi, qui étaient donc réfugiés dans ces grottes pour fuir l'armée française, et donc ils ont incendié devant pour les empêcher de sortir, et ils sont morts étouffés, et donc ils vont raconter même que les témoignages des soldats français qui, une fois le feu éteint, rentraient dans ces grottes, voyant les enfants piétiner sous les pas des parents qui suffoquaient, ou sous les animaux, parce qu'ils s'étaient réfugiés là avec des animaux. Donc c'est des images d'apocalypse, si on peut dire, qu'il nous présente. Ces images d'apocalypse, j'aimerais bien les ramener à des faits chiffrés, entre guillemets, plus concrets que le travail des historiens permet de mettre en avant, et des démographes, précisément, hein, parce que c'est plus les démographes que les historiens qui ont fait ce travail-là. En 1830, l'Algérie comptait, selon les estimations, selon une fourchette assez large, entre 3 et 5 millions d'habitants. D'accord ? Donc au moment de la conquête française, il y avait entre 3 et 5 millions d'habitants. En 1872, donc après la grande répression qu'il y a eu en Kabylie, c'est la dernière grande insurrection qui est menée par El Mokrani en Kabylie, où il y a une répression assez importante qui fait environ 300 000 morts, la population algérienne compte environ 2,1 millions d'habitants. Ça veut dire que en 40 ans, la population algérienne a été diminuée, selon la fourchette la plus basse, d'un tiers, et selon la fourchette la plus hausse, de 58%. Comparaison n'est pas raison, mais si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé pour les populations juives ou tziganes en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes exactement dans la même fourchette de morts. Donc, Ben Ali Bokor, dans son livre, parle de génocide. Je pense que c'est le seul mot qui peut être appliqué à une telle politique. Nous sommes, à l'époque, dans cette période de 40 ans, dans une conquête génocidaire de l'Algérie, avec une politique délibérée d'élimination de la population algérienne pour faire de la place à la colonisation européenne. Parce qu'il fallait mettre en avant des terres. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, nous sommes exactement dans la même période de ce qui se passe aux États-Unis avec la conquête de l'Ouest, par exemple, où vous avez l'extermination des Amérindiens pour faire place aux colons européens qui viennent s'installer en Amérique du Nord. Nous sommes à peu près aussi dans les mêmes proportions de ce qui se passe en Australie, par exemple, où on extermine la population aborigène, sur l'île de Tasmanie en totalité, il n'y en a plus un, pour laisser place à la colonisation européenne. Mais effectivement, quand on parle de l'Algérie, vous parliez tout à l'heure du travail des historiens, s'il y avait un historien qui avait sa chaire à l'université française, qui était dans la salle et qui m'entendait tenir de tels propos, je pense qu'il serait déjà monté en l'air, se serait accroché au plafond pour me dire que l'intervenant à la tribune est
un horrible anti-français, qu'il tient des propos absolument non objectifs. Pourtant, c'est des chiffres. C'est des choses qui sont totalement interdites de dire aujourd'hui sur la place publique française. Pour appuyer mon propos, je vais vous citer un homme qui s'appelle René Ricou, qui n'est pas quelqu'un, qui n'est pas un anticolonialiste, c'est un administrateur colonial, qui en 1880 a écrit un livre qui s'appelle La démographie figurée de l'Algérie. Et dans ce livre-là, où il analyse l'évolution démographique de l'Algérie depuis la conquête, cet homme qui est partisan de la colonisation, dit qu'il prévoit une disparition des Algériens, je cite, de façon rapide et régulière. Et il prévoyait que l'Algérie, pour les Algériens, exactement le même sort, il le dit explicitement, que celui des Amérindiens aux États-Unis. D'accord? Donc quand Ben Ali Boucourt fait la comparaison, quand il parle de la période des enfumages et de cette technique, il fait la comparaison avec le drame qui est bien connu en France, le Radour-sur-Glane, et avec l'expérience nazie. Il a de fait parfaitement raison, et d'ailleurs à l'époque c'est pas le seul à le faire. Aimé Césaire le fait dans son discours sur le colonialisme. Malek Benabi le fera dans un peu plus tard, après les massacres de Skikda en août 1955, où il écrit des réfugiés au Caire, où il écrit un petit opuscule qui s'appelle SOS Algérie, dans lequel il dénonce la politique génocidaire de la France. Donc là, on est en fait dans une lignée. Mais pourquoi ces hommes-là écrivent cela, et pourquoi les historiens français ou les intellectuels français ne prendront pas de telle position? La question est à se poser. Pourquoi eux ne mettront jamais ce terme de génocide en avant? Pourquoi eux ne feront jamais cette comparaison? Je pense tout simplement qu'on peut reprendre légitimement ce que dit Césaire, c'est que la notion d'humanité, finalement, était limitée à l'Europe. Et donc, on n'applique pas la notion de génocide à des gens qu'on ne considère pas comme totalement humains. Donc, de fait, cette notion n'a pas été retenue. Mais dans son ouvrage, il ne met pas en avant que les massacres, il met aussi en avant l'incroyable résistance qu'il y a eu dans cette région. Parce que les enfumades ne sont pas venues au hasard dans cette région de Mazoula. Elles sont venues parce qu'il y avait une résistance extrêmement active, en lien avec celle qui a été menée par l'émir Abdelkader, et qui a été menée par un homme qui était surnommé Boumarza. Et là, ça montre tout le lien. Il faudrait encore un champ pour les historiens pour travailler, le lien entre le monde des confréries soufis et le monde de la résistance. Puisque pendant toute cette période de la résistance active à la conquête, si vous voulez, entre 1830 et 1871, les principaux mouvements de résistance à la colonisation, qu'ils soient dans l'Est, dans l'Ouest, au centre de l'Algérie, même dans le Sud, ont été animés par des mouvements qui étaient basés sur ces confréries soufis et qui ont mené le combat, puisque l'État turc s'était effondré, il n'existait plus, il n'est plus à même. Et donc c'est ces structures sociales qui étaient extrêmement puissantes à l'époque, qui prennent le relais et qui mènent la résistance pendant toutes ces années. Donc si ces techniques particulièrement barbares ont été mises en place par la France, il faut aussi, donc, comme il le fait dans son ouvrage, souligner l'importance de cette résistance-là. J'en viens maintenant à la deuxième partie, puisque ça, c'est les grands thèmes essentiels de la première partie, la résistance et
la conquête, la résistance et la répression. La deuxième partie, elle porte donc sur l'après-conquête. Comment cette ville de Mazouna résiste, plus de manière violente, puisque la résistance armée a été défaite, mais comment elle continue à résister de manière culturelle à la colonisation, à une colonisation qui est de plus en plus forte, avec l'implantation de colons, avec l'expropriation des terres, puisque ça a été une des grandes problématiques de la colonisation en Algérie, c'est-à-dire que les colons ne sont pas simplement venus administrer un pays, ils ont installé des hommes, et pour installer des hommes, c'était une colonisation agricole, donc il fallait voler des terres aux Algériens pour pouvoir installer des paysans français, espagnols ou italiens. Donc il y a cette question de l'expropriation des terres, et donc de la paupérisation de la population algérienne, de l'appauvrissement de la population algérienne qui se produit. Donc il explique comment cette population de Mazouna va déployer tout un tas de ressources, notamment au niveau culturel, avec un système d'enseignement qui cherche à perdurer tant bien que mal, malgré l'appauvrissement. On voit que petit à petit, effectivement, il y avait un centre de rayonnement intellectuel et que on apprenait notamment la jurisprudence musulmane, et que finalement, après, on se limite à l'enseignement du Coran, mais on s'y tient et s'y accroche quand même, pour montrer sa volonté de tenir face aux politiques de dépersonnalisation. Et il montre aussi comment la population gardait une certaine fierté de ses traditions. Par exemple, il y a tout un passage dans l'ouvrage sur l'importance du cheval, comment les gens de la région se sont attachés, même s'ils n'étaient plus eux-mêmes, forcément, n'étaient plus eux-mêmes paysans parce qu'ils avaient perdu leur terre, mais garder cette importance du cheval qui marquait les qualités guerrières d'un homme. Comment tout ça marque la résistance, et comment, en fait, cette résistance, on va dire, qui n'était pas directe, qui est une espèce de résistance par l'esquive de la colonisation, qui n'est pas un affrontement, un affrontement frontal, excusez-moi pour la redondance, mais c'est ça. Après, dans les années 20, commence à se transformer en résistance politique. Parce que là aussi, vous allez souvent entendre des historiens qui vont vous raconter une jolie histoire. Ils vont vous dire qu'en Algérie, il y a deux Algéries. Il y a l'histoire de l'Algérie avant 1920, ou alors là, c'est pas pourquoi, c'est des gens un peu bizarres qui résistent, ils sont fanatiques, ils se lèvent un matin, ils sont excités, je sais pas bien pourquoi. Puis après 1920, il y a des gens qui sont passés à l'école française, ils ont tout appris à l'école française, et qu'enfin, au nom de la démocratie et des droits de l'homme qu'ils ont appris de manière assez vague sur les bancs de l'école française, où il y avait quand même l'école indigène et l'école pour les Européens, l'égalité, ils n'ont pas vraiment appris là, mais qu'à ce moment-là, s'est formée une résistance politique très intelligente, avec des gens qui savaient lire et écrire le français dans une belle langue, etc. Mais comme dit un historien marocain à propos du Maroc, il dit « Le Maroc n'est pas un château de cartes, un château de sable, excusez-moi, qui s'est effondré du jour au lendemain avec l'arrivée des Français, et qu'il y aurait un avant et un après, où deux sociétés complètement différentes se sont installées. » Et ce que montre là, c'est qu'en vérité, la résistance qui se développe effectivement, en créant des journaux peut-être en langue française, effectivement, en utilisant un savoir qui a été appris dans l'école coloniale, elle se développe aussi, et même avant tout, par rapport à un héritage de résistance qui est le souvenir des insurrections et des résistances armées du XIXe siècle, et le résistance de cette résistance passive, on va dire, enfin pas passive, on va dire non violente, parce qu'on ne pouvait pas utiliser la violence, après. Et ça, je pense que c'est important de le souligner pour montrer la continuité dans l'histoire, et pas des espèces de ruptures qui sont assez factuelles et qui manquent de profondeur quand on fait une analyse. Donc l'ouvrage se termine, puisqu'on a commencé cette réunion, sur justement
les massacres du 8 mai 40, enfin, du 8 mai, d'après le 8 mai 45. Donc peut-être que pour terminer mon propos, je vais vous lire ce que Ben Ali Boucourt écrit à ce propos. Il écrit: en plus des 45 000 martyrs que la répression colonialiste avait décimés, des milliers d'Algériens et d'Algériennes de tous âges, ayant échappé au génocide, emplissaient les prisons, les camps de concentration. L'Algérie était devenue à l'époque une vaste prison. Ces dernières regorgeaient de détenus et l'administration coloniale ne cessait de créer des camps de concentration à Bossuet, Djenien, Bouzid, etc. Les tribunaux militaires étaient seuls habilités à juger tous les procès concernant non seulement les événements de mai 45, mais même ceux des détenus politiques arrêtés bien longtemps avant les événements de mai 45, et qui s'épuisaient à petit feu dans les cellules, sans literie, sans lumière et dans l'humidité, attendant pendant des années leur procès. La justice colonialiste n'entendait pas badiner. C'était par charrette que les Algériens étaient traînés devant les tribunaux militaires, où ils n'avaient pour leur défense que des avocats désignés d'office. Il ne leur était pas possible d'être défendus par des avocats de leur choix. L'ordre des avocats d'Alger, sous la pression des pouvoirs publics, avait en effet interdit aux avocats d'assurer la défense de tous les détenus concernant les événements de mai 45, ainsi que celle des emprisonnés politiques. Des dizaines de condamnations à mort, des centaines de condamnations aux travaux forcés ont été prononcées. Chaque matin, des cellules de la prison de Bab el-Oued, on faisait sortir des condamnés pour les amener au pylône de Hussein Dey pour les fusiller. Il en était ainsi dans toutes les prisons de l'Algérie. Les guillotines ne suffisaient plus. C'était le peloton d'exécution qui se chargeait de cette tâche macabre. Les jugements des tribunaux militaires concernant les détenus politiques n'avaient pas été étendus. De lourdes peines étaient alors infligées. La population de Mazouna et de la région, en apprenant par voie de presse et de la radio la condamnation de l'un de ses fils à 20 ans de travaux forcés, 20 ans d'interdiction de séjour et la confiscation de tous ses biens pour son activité anti-impérialiste, pour ses écrits et surtout pour avoir été l'auteur d'un manuscrit, L'Algérie aux Algériens, et collaboré à l'action algérienne, l'organe clandestin du PPA, ne pouvait qu'être révolté et témoigner de sa sympathie à l'égard de sa famille, éplorée mais fière. Merci pour votre écoute. Nous allons expliquer maintenant une chose qui est très importante. Le travail de M. Benarab et M. Youssef ne se fait pas si facilement qu'on le pense, et quand on dit chercheur, ça ne veut pas dire que les choses sont simples. Je suis un chercheur officiel de l'État algérien et nous rencontrons de très graves problèmes pour demander quoi que ce soit à la préfecture ou soit dans d'autres disciplines. L'histoire que, comme on parle de M. Ben Ali Boucourt, c'est une histoire et c'est un ami. Mais il y a le présent. On pense que c'est une bonne histoire. Mais il y a le présent. Au serviteur, j'ai 18 membres qui sont morts dans la famille. 18 membres. D'abord le beau-père, abattu en 1948, à Borj-Minaï. Ses 2 fils en 1959. Les 3 cousins, ma tante et son fils, exécutés. Nous avons tous ces documents à trouver. Mais la question de chercher et de dire que cette histoire ne peut pas rester une histoire comme elle s'appelle de son nom, histoire. Elle doit être vivante. Je vois dans l'Arte souvent les poilus tous les semaines, tous les jours. On n'a jamais parlé d'Algérie. Prenez le 8 mai, c'est absolument rien. Prenez le 17 octobre,
il y a 2 ou 3 macabres qui sont en train de crier, même pas nos autorités ne s'en occupent pas. Cette initiative que nous est donnée actuellement, avec tous ces éléments jeunes, c'est de mettre en actualité cette histoire, et vous-même aussi. Et remercier beaucoup de gens, par exemple, à cette histoire. La Tunisie, le Maroc, tous ces gens. Il y a eu des morts, des massacres, vous savez. Il y a eu beaucoup de morts. Pas de l'histoire, mais du présent. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de familles qui ont 1 ou 2 personnes qui ont été martyrs. Voilà donc qu'est-ce que je voulais simplement ajouter aux paroles de nos professeurs et de nos historiens, que cette histoire actuellement, il faudrait que nous mettons au service de nos enfants, de manière à ce qu'ils connaissent qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe encore maintenant. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous permettez. Donc, Ben Ali Boucourt était secrétaire général du Parti communiste algérien, très important, donc c'est un poste qu'il a occupé. Donc, par rapport à son expérience française, donc quand il est arrivé en France et tout, donc il s'est vraiment formé dans le militantisme, le syndicalisme, etc. Il a occupé ce poste. Donc, il a eu quand même, dans sa vie, il y a eu 2 ruptures. La première, c'est qu'il n'a pas pu, étant élève, il était donc jeune, et il voulait faire instituteur, n'est-ce pas? Faire de l'enseignement, c'est bien ça. Tout comme c'était un peu le rêve de de toute la jeunesse à l'époque, donc qui allait à peine à l'école et qui donc rêvait de faire instituteur. Ainsi, par exemple, si vous lisez Le fils du pauvre de Mouloud Ferroun, par exemple, le personnage Fouroulou, anagramme donc de Mouloud Ferroun, qui aussi voulait absolument devenir instituteur. Et Ben Ali Boucourt, tout comme lui, voulait aussi devenir instituteur. Seulement, on lui a refusé l'accès à l'école normale. Donc, juste une précision. Il a présenté le concours d'être instituteur à l'école normale de Zanella. Il a été accepté. Il était parmi les premiers. Mais sachant qu'il militait et il écrivait dans une revue, l'Ertan, et il a été refusé justement de rentrer à l'école normale. Merci pour la précision. Naturellement, c'est la même règle partout, comme on le disait à propos de Frantz Fanon et de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas conforme, si vous voulez, à la ligne et à la règle générale, n'était pas donc accepté. Par conséquent, l'accès à l'école lui a été refusé. Donc, premier choc, première rupture. Mais en tant que secrétaire général aussi, c'est très important, du Parti communiste français, il ne développait pas, si vous voulez, la même représentation du monde, la même vision du monde qu'un communiste français, n'est-ce pas? Parce qu'il était quand même musulman, et il n'y avait pas cette rupture, si vous voulez, entre le parti, c'est-à-dire les assises du parti, théoriquement parlant, n'est-ce pas, entre, si vous voulez, le dogme, si vous voulez, du Parti communiste français, et le phénomène religieux en France. Généralement, quand on était, c'est-à-dire communiste, on n'était pas très catholique, j'allais dire, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, on était un peu même anticlérical, n'est-ce pas, quand on était, si vous voulez, athée, même anticlérical, c'est-à-dire il y avait aussi un acte de militantisme un peu, si vous voulez, hostile à la religion chrétienne ou protestante. Le communiste algérien ne développait pas, si vous voulez, la même posture, ni la même vision du monde, puisque il était assez conforme, si vous voulez, avec la religion. Ils étaient même des gens pratiquants, il y avait même des gens qui pratiquaient la religion, mais pour eux, le Parti communiste français n'était, si vous voulez, qu'une manière, si vous voulez, qu'une voie, si vous voulez, pour combattre si vous voulez, l'impérialisme et le colonialisme, et c'était de l'anti-colonialisme, en fait, du militantisme. Quand il a vu, par exemple, que le Parti communiste français, de par aussi les liens qu'il avait, n'est-ce pas, le pacte germano-soviétique, etc., les grandes tendances et les grandes lignes, les grandes orientations du Parti communiste français
il n'était pas, Ben Ali Boukort et bien d'autres comme Ammar Ousgan, etc., n'étaient pas très en accord avec, si vous voulez, les orientations du Parti communiste français, sachant que le PCA, le PCF, sachant que le Parti communiste français était une extension, si vous voulez, du Parti communiste français. Le Parti communiste algérien était une extension, était un appendice, si vous voulez, un prolongement, si vous voulez, du Parti communiste français. Et les leaders, si vous voulez, les théoriciens du Parti communiste français voulaient absolument imprégner, si vous voulez, la jeunesse communiste algérienne de cette orientation. Ils voulaient quand même, par une espèce d'esprit dirigiste un peu, ils voulaient absolument qu'ils souscrivaient à toute la politique extérieure et même, je veux dire, au dogme, si vous voulez, du communisme français. Chose qui n'était pas admise, ni acceptée, ni, je veux dire, comprise dans l'esprit d'Ibn Ali Boukort ou bien d'autres militants, qui pour eux, la religion musulmane n'était pas seulement un rite ou si vous voulez, une pratique au quotidien, mais c'était aussi une manière de vivre, une représentation du monde, si vous voulez, une vie sociale de tous les jours, quoi. Donc, c'était aussi la rupture. Donc, c'était une des raisons pour laquelle Ben Ali Boukort aussi a rompu avec le Parti communiste français, puisqu'il y avait des liens forts, étroits, entre, si vous voulez, ce Parti communiste algérien et l'association des ulamas algériens. Ça, c'est une précision que je voulais apporter. Peut-être que Lila voulait aussi une précision. Il s'est rétracté du Parti communiste français lors du pacte germano-soviétique. Voilà. Voilà, maintenant, s'il y a... Pardon. Oui, mais il est parti en URSS, il a rencontré Staline. Et quand en revenant de l'URSS, donc, il a justement, il avait des atrocités commises contre les populations musulmanes. Donc c'est ça. Puis il était en désaccord avec Maurice Thorez. Donc voilà, voilà. Donc il y a un certain nombre de détails que nos amis viennent nous préciser, qu'on ne peut pas, naturellement, on ne peut pas faire un exposé sur tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à lire les ouvrages de Ben Ali Boukort, le premier qui est Le souffle du Dara, résistance algérienne de 1924 jusqu'en 1962, évidemment ces histoires d'enfumade qui ont touché, par exemple, à titre d'exemple, ne serait-ce que la tribu des Ouled Riyah, par exemple. Il y avait quelques milliers de personnes, entre enfants, vieillards, etc., qui sont réfugiés dans ces fameuses grottes. Et c'était des véritables chambres à gaz, en fait. C'était chambres à gaz. Donc, c'était des crimes contre l'humanité. Hein. Donc, moi, je le dis haut et fort. Et c'est quand même atroce. Et beaucoup de Français, d'ailleurs, beaucoup d'intellectuels français ont dénoncé ça. Il n'y avait pas que la France coloniale. Il y a aussi des gens assez libéraux, assez indépendants, qui avaient un esprit clair et une conscience claire des événements et qui dénonçaient justement ces faits-là. Il suffit aussi de les lire, il suffit de les découvrir. On ne les présente pas souvent à la télévision, naturellement. On ne présente que les gens qui sont un peu attitrés, qui en voient au chapitre, malheureusement. Maintenant, s'il y a des questions dans la salle, on peut... Voilà. C'est une précision que j'ai apportée. Merci.